L'invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Député de la Seine-Saint-Denis, membre de la France Insoumise, vous publiez ce livre, Jacobins, les inventeurs de la République. C'est aux éditions Perrin, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Bonjour Oriane. Bonjour Fabrice, le Bonjour, groupe EBRA, c'est les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer bien sûr par cette journée de mobilisation hier. 806 000 personnes ont défilé dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. 1,5 million selon la CGT. Comment vous qualifiez, vous, cette journée d'hier? Soyons francs, un succès, un grand succès. On renoue avec des participations comparables à cette grande mobilisation de 1995. En plus, les dates se correspondent un peu. Pour ceux qui s'en souviennent, ça avait commencé un 5 décembre, ça avait culminé un 12 décembre, et puis vraiment ça s'était terminé un 21 décembre, avec d'abord une manifestation pour les femmes le 25 novembre, comme il y a quelques jours, qui avait été un grand succès. Bref, on retrouve là des choses... Vous espérez que le 21 décembre, ça soit fini? Alors évidemment, ça se reproduit jamais de la même façon, mais je veux dire par là que c'est clair qu'il y a eu beaucoup de monde, une belle manifestation à Paris, beaucoup de manifestations en province dans des villes, moi qui me tiennent à cœur, je suis un peu du sud de la France, Béziers, Perpignan, etc. On me donne des chiffres de 10 000, 6 000 personnes là, quelque chose de profond. Ça semble vous rassurer finalement, on est sur l'ancien mode des manifestations. Les Gilets jaunes avaient un peu brouillé les cartes avec des systèmes, des modes de manifestation assez différents, des modes d'action assez différents. Ça vous rassure finalement? Moi, ce qui me rassure... Vous l'avez utilisé le mot renouer d'ailleurs. Oui, non mais ce qui me rassure, c'est que bon, le droit de manifester est maintenu parce on avait eu quasiment un discours parfois en raison de violences qui avaient lieu de la part des pouvoirs publics, quasiment qui, tout en n'osant pas aller jusqu'au bout, remettaient en cause un peu l'idée que, allez, vous dérangez, vous empêchez l'activité économique, etc. Bon, là on voit qu'il y a une puissance du nombre qui marque encore les esprits, qui est utile, du moins je le souhaite que ce soit étant utile pour obtenir l'objectif du retrait, qui est là, des organisations syndicales représentatives qui rassemblent du monde, et puis nous, comme justement, c'est le succès des syndicats cette journée d'hier. Pardon? C'est le succès des syndicats cette journée d'hier. Notamment ceux qui ont appelé, je crois, mais on sait bien aujourd'hui, et les directions syndicales le savent aussi, vous évoquez les Gilets jaunes, qu'il y a un rapport de beaucoup de gens aux organisations politiques, aux organisations syndicales, qui est moins fort que ce qu'il a été par le passé. Ça pousse énormément, mais c'est tant mieux. Bon, donc un succès, énormément de monde. Je vois même que le gouvernement, qui parfois aime bien un peu pétarader là-dessus, ils actent le fait qu'il y a une grande mobilisation. De la même façon, on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a des études d'opinion, des sondages qui clairement disent qu'il y a 2/3 quasiment de la population qui est en phase avec ce mouvement. Donc, que veut ce mouvement? Résumons-le en une phrase. Le retrait de cette réforme des retraites. Le retrait de ce projet-là. Beaucoup de gens ont compris. Après, on va discuter, évidemment, le gouvernement s'exprimera plus précisément, mais les gens ne sont pas idiots, et le gouvernement a beaucoup parlé. Il proposerait, je parle du gouvernement, de travailler plus longtemps. Âge pivot, 64 ans, et sans doute tout le monde a compris que 65-66 ans pour avoir une retraite un peu complète, et revoir notamment les pensions de retraite, parce que si on calcule les pensions sur la totalité de la carrière plutôt que sur les meilleures années, que ce soit les 25 dernières années, voire parfois moins dans certaines professions, il ne faut pas pas être prix Nobel d'économie pour se dire, évidemment, ma pension de retraite va baisser. Donc si on vous dit aux Français qui déjà ont un système de retraite un peu à améliorer, on va dire, là, les gens, ils ne sont pas d'accord. Alors, c'est évidemment pas ce que dit le gouvernement, que les pensions vont baisser. On attend justement de savoir ce qu'il y a précisément dans cette réforme des retraites. Non, mais vous concéderez. Est-ce que pour vous, c'est le flou autour de ce qu'il y a dans ce texte qui a créé une telle mobilisation? Alors, il y a du flou, il y a de l'inquiétude, sans doute parce que le gouvernement, par moment, s'est pris un peu les pieds dans le tapis, des gens disent dire des choses, etc. Mais moi, je ne veux pas non plus, je ne vous en fais pas procès, mais acter la communication du gouvernement qui dit « Attendez, on ne s'est toujours pas exprimé. » Attendez, ils ont dit des choses quand même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien entendu. Ou alors, je suis peut-être un peu nigaud, mais qu'ils voulaient calculer le montant de la pension sur la totalité de la carrière. Ça a bien été dit. Donc tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, on a des carrières... Par points, en tout cas. Ouais, oui, mais d'accord. Enfin, c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel, le système de points. Tout le monde a bien compris qu'on a des carrières cassées, on n'a pas... Et que, évidemment, on y perd. Si on fait le calcul sur les meilleures années, c'est plus favorable que si c'est sur la totalité de la carrière. Alexis, et de la même façon qu'ils ont préparé les esprits pour dire aujourd'hui, il faut travailler plus longtemps avec leur histoire d'âge pivot. Mais vous concevez quand même qu'il faut réformer le système actuel. Mais Jean-Luc Mélenchon a sans acter la communication du gouvernement. Là, on est dans, et c'est passionnant d'ailleurs, la question de la sémantique.
Jean-Luc Mélenchon a fait campagne et après a rassemblé presque 20% des voix en proposant aussi une réforme des retraites. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que nous proposons, par exemple? Eh bien, le fait de revenir à 60 ans. L'âge moyen en bonne santé aujourd'hui, c'est 63,7 ans, d'accord? Donc, il faut que ce soit un nouvel âge de la vie, la retraite. Et donc, on peut réfléchir à l'idée, dans un pays qui est riche, qui produit richesse, de comment on revient, on essaie de rabaisser l'âge où se déclenche la totalité de votre retraite. Mais je rappelle des chiffres qu'on a oubliés. 60% des gens aujourd'hui qui partent à la retraite ne sont plus dans l'emploi d'ores et déjà, parce qu'ils sont en arrêt maladie, parce qu'ils ont été licenciés, etc. Donc, si vous rallongez chaque fois, vous allez arriver à une situation de retraités pauvres, de gens qui n'ont pas des carrières complètes. Donc c'est à ça qu'il faut travailler. Pourquoi pas décider, par exemple, que pas une seule retraite en dessous du SMIC? Si on pense que le SMIC est un salaire minimum en dessous duquel on ne peut pas vivre, pour quelle raison ne pas mettre ça en place? Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le gouvernement parle d'un seuil à 1 000 €, ça vous va ou pas? Pourquoi pas le mettre au SMIC? Mais enfin, on va pas mégoter là-dessus, mais la manière dont il le calcule, c'est essentiellement pour les professions agricoles. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'on peut faire, par exemple? Eh bien, pourquoi pas réfléchir à élargir l'assiette de cotisation? Alors, moi, je pense que nous sommes un pays qui a produit, là encore, beaucoup de richesses. Rappelons-le, parce que faut arrêter d'affoler les moineaux en disant il n'y a aucun moyen. Si, il y a de l'argent. Il s'avère aujourd'hui que cet argent, il est beaucoup reversé souvent dans les grands groupes aux actionnaires. Les chiffres montrent que nous sommes recordman d'Europe de l'argent reversé aux actionnaires. Pourquoi pas imaginer qu'il y ait une imposition, qu'une part de cet argent reparte payer davantage les entreprises. Attendez, oui, mais derrière le mot les entreprises, l'activité économique, on ne va pas, comment dirais-je, l'aggraver, mais tout cet argent qui repart aux actionnaires, qui lui est assez parasitaire, ça ne sert à rien. Bon, on pourrait imaginer qu'il y en a une part qui part vers la solidarité. Par exemple, le problème, c'est souvent le chômage de masse qui a fait du mal à notre système de retraite. C'est souvent les inégalités de salaire. Les femmes, par exemple, les inégalités salariales entre hommes et femmes, si on les corrigeait à profession équivalente, les femmes gagnant la même chose que les hommes, ça ferait rentrer des cotisations dans les caisses de retraite qui nous remettraient à niveau. Donc il y a plein d'idées qui ne passent pas nécessairement par la technique du père Fouettard. Je sais bien que c'est la période pour ceux qui sont du reste de la France. De Saint-Nicolas, qui consiste à dire non, notre système des retraites, on va l'arranger sur une seule chose, vous allez travailler plus longtemps et on va baisser vos pensions de retraite. Ça, évidemment, ça met beaucoup de gens dans la rue. Se pose la question de l'équilibre financier du système, qui est un système par répartition. En mettant la retraite à 60 ans, comment vous garantissez l'équilibre financier de ce système? Je répète d'abord, soyons précis, notre système de retraite, c'est 340 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Les déséquilibres financiers dont nous parlons sont extrêmement secondaire. À l'heure actuelle, c'est un système qui est à l'équilibre. Et on estime qu'à partir de 2025, 2040, il y aura une légère baisse. Et on estime aussi que pour des raisons démographiques, après, cela reviendra. Donc, mais la retraite à 60 ans, vous allez augmenter le nombre de retraités et diminuer le nombre d'actifs. Donc forcément, il va y avoir un déséquilibre. Est-ce qu'on ne peut pas élargir l'assiette de cotisation, y compris, pour dire les choses autrement, que la part du PIB qu'on consacre à nos retraites, aujourd'hui qui est autour de 14%, on l'augmente, augmentons-la d'un point, par exemple. La question, c'est, prenons les choses à l'envers. Dans quel type de société voulons-nous vivre? Est-ce que nous pensons aujourd'hui qu'il est une bonne chose que nous ayons, et c'est des retraités qui vivent, qui ont ce nouvel âge de la vie que je définissais tout à l'heure? Est-ce que c'est un moment de vie où les gens, y compris, ont du pouvoir d'achat et qui fera du bien à l'économie? Je voyais, il y a des commerçants qui s'inquiétaient de la mobilisation, mais je dis aux commerçants, amis commerçants, il vaut mieux que les retraités gardent des pensions correctes parce que eux, ils consomment. Là, à Noël, les retraités, ils achètent les cadeaux pour les petits-enfants. Si les pensions baissent, ça vous fera moins d'activité économique. Ne soyons pas égoïstes les uns vis-à-vis des autres. On a tous à gagner à ce que cette réforme-là n'existe pas et que nous augmentions. Alors, je le répète, voilà. Notamment, j'ai donné une piste. Quand vous avez des milliards aujourd'hui qui sont consacrés, on a bien compris. On pourrait imaginer autre chose. En gros, de l'impôt pour de la solidarité. Ça n'a rien de moderne comme idée. Dans tous les cas, il faut de l'argent. La question se pose aussi pour le système de santé, pour le système social, les aides sociales, etc. Bien sûr. Un point ici, un point là. Oui, mais attendez, on a un gouvernement qui a commencé son activité. Moi, j'étais jeune député, je débarque. Qu'est-ce que c'est qu'ils font? Deux choses. Suppression de l'ISF, 3,5 milliards à peu près qui revient aux plus riches. Et des études démontrent à l'heure actuelle, même si tout ça est symbolique, mais enfin c'est intéressant, ça n'a pas profité vraiment à l'activité économique, et on baisse les APL pour les plus modestes. Admettez que les gens n'aient pas tellement confiance pour qu'avec un tel pédigré, on vous dise on va réformer la retraite pour aller vers plus de solidarité. On a bien compris sur la suite. Le boulet des 5 euros. Oui, le boulet. Moi, vous savez, je me suis fait connaître, entre guillemets, à l'Assemblée. Le premier truc qu'on avait fait avec Mélenchon, on avait sorti des pattes, montré pour 5 euros ce que ça vaut, pour que les gens comprennent que... Et ça a marqué les esprits. Le président, vous avez raison, dit je traîne ça comme un boulet. Bah oui, mais... Sur la suite du mouvement, maintenant, Jean-Luc Mélenchon appelle à une nouvelle
nouvelle journée de mobilisation demain. Pour vous, la grève doit se poursuivre jusqu'à quand? Et pourquoi appeler à manifester demain alors qu'Édouard Philippe doit faire des annonces en milieu de semaine prochaine? Pourquoi ne pas attendre ces annonces? Je retourne, pourquoi Édouard Philippe ne s'exprime pas plus tôt? Pourquoi il devrait s'exprimer plus tôt? Quand vous avez quand même beaucoup de gens qui sont mobilisés, arrêtons de perdre du temps. Je ne crois pas que les choses se jouent. Le gouvernement avait quand même anticipé que cette mobilisation avait lieu. La journée de demain, celle du 7, était prévue. Des organisations syndicales, je pense notamment à la CGT, est prévu de manifester. Il y a des manifestations de gilets jaunes. Battons-le faire, si je puis dire, tant qu'il est chaud. Ça veut dire que vous espérez une convergence demain entre les gilets jaunes et les mobilisations? Oui, mais elle avait déjà lieu, vous savez, souvent des gilets jaunes, soit même des salariés, évidemment. Bon, il faut maintenir ça. Au moment donné, je voudrais avoir des mots qu'on se comprenne. Il y a un rapport de force qui est en train de s'installer, mais qui est d'ordre démocratique, qui fait partie de notre histoire. Le problème, nos institutions ne permettent pas aux citoyens de se faire entendre entre deux rendez-vous électoraux. Donc il existe depuis des décennies le droit de faire grève, le droit de manifester. N'ayons pas peur de ce droit, utilisons-le. C'est une pression, un contre-pouvoir citoyen qui est là et qui dit nous ne sommes pas d'accord. Monsieur Macron, vous n'avez pas été élu en nous disant je vais baisser les pensions, je vais rallonger l'âge de la retraite. Donc maintenons... Est-ce que vous demandez un référendum du coup sur cette réforme des retraites? Si ça bloque à un moment donné, ça peut être une issue. Moi je pense qu'on va voir... Mais pas dans l'immédiat. Vous attendez d'abord de savoir ce que va faire le gouvernement, quel va être le projet de loi qui sera présenté à la rentrée? Moi, ça peut être une issue. À l'occasion d'une émission, il y a quelques jours, je l'avais évoqué aussi. Si vraiment la question venait à être bloquée, moi, je pense que je suis assez confiant, à condition que la question soit bien posée, là aussi. Parce que si c'est des questions, faut-il une réforme sur les retraites? Évidemment, moi, je dis oui. Tout le monde dit oui. La question, c'est quel est le détail de la réforme. Le problème du référendum, ceux qui nous écoutent le savent, c'est que celui qui pose la question... On répond rarement à la question. Oui, puis celui qui pose la question, déjà, il donne un peu la tonalité. S'il y a une réforme précise qui est montrée, alors là, on peut discuter. Si c'est uniquement dire aux Français êtes-vous pour une réforme, on va tous se retrouver, M. Delevoye et Alexis Corbière aussi, pour dire oui, il faut une réforme. La question c'est est-ce que c'est une réforme vers plus de solidarité, où il n'y a pas de baisse des pensions, ou est-ce que c'est la réforme de M. Delevoye qui, elle, va dans le sens que j'ai décrit tout à l'heure. Bref, mais d'abord, n'ayons pas peur du fait que oui, il y a un rapport de force et une mobilisation qui doit être maintenue. Moi, je souhaite que ce soit le plus bref possible, en vérité. Je suis pas là pour ficher le bazar, franchement. Je préférais les gens qui travaillent ont autre chose à faire que ça. Par contre, il y a un enjeu de société, il y a un enjeu qui concerne les gens, tout le monde. Et j'aimerais insister là-dessus, parce que la technique du gouvernement, c'est de dire sont les privilégiés qui manifestent, les régimes spéciaux, en gros SNCF, RATP, EDF, c'est 3% seulement des retraités, c'est 320 000 personnes. Et on va taper près de 30 millions de retraités. Donc tous, on est concernés. Amis qui nous regardez, quelle que soit votre profession, vous êtes concernés. C'est pas les égoïstes nantis qui ont manifesté hier. C'est tout un peuple, quelle que soit sa profession, qui dit attention. Donc soyons solidaires et tombons pas dans les pièges. Vous espérez la manifestation la plus brève possible. Que doit dire Édouard Philippe pour vous la semaine prochaine pour que vous arrêtiez? Retrait, ça on a bien compris, mais ça sent pas être parti pour un retrait. Il n'y a que le retrait pour vous qui vous fera arrêter une manifestation? Les grands axes de la retraite que j'ai... Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dire, où vous direz d'accord, c'est un bon compromis? À ce stade, je dis, les bases sur lesquelles est partie de la manière dont a travaillé M. Delevoye, il n'y a pas de compromis possible sur ces deux bases-là. Voilà. Après, on va voir, moi je ne veux pas, je suis pas Cassandre, je ne veux pas, on va voir ce qui est prévu. Mais s'il n'y a pas de recul évidemment de pension, s'il n'y a pas de recul de pension, s'il n'y a pas ce projet qui vise à dire aux gens, il faut travailler plus longtemps pour avoir droit à une pension. Mais vu que c'est pas ça, voilà, je vais pas manquer de respect à M. Delevoye en leur faisant dire ce qu'ils ne veulent pas dire à ce stade. Et puis là aussi, vu qu'on est sur une chaîne très politique, il y a un enjeu politique, me semble-t-il, de la part du gouvernement, d'incarner une posture de l'ordre, de l'autorité, de siphonner, pardon de l'expression, mais ce qu'est la droite un peu dans ce pays, et je pense qu'ils vont ne rien lâcher pour des raisons aussi politiques et électorales. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ne sont pas très raisonnables en face, ils font énormément de politique. Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron vise l'électorat de droite là, dans cette réforme? Oui, je pense. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas revenir en arrière. À travers cette réforme, ou même précédemment, je trouve la manière dont ils ont incarné souvent une posture très répressive de certaines manifestations, qui certes parfois se passaient mal, mais où vraiment... Vous avez trouvé très répressif hier? Non, alors hier... moi, hier, c'était un peu comme Fabrice à Waterloo, vous savez. J'étais dans la bataille et j'ai vu peu de choses. Moi, je suis resté bloqué à Gare de l'Est et j'ai pas manifesté, ou du moins, je suis resté sur place. Et parce que manifestement, il y avait des incidents place de la République que je n'ai pas vu de visu. Par contre, j'ai vu le spectacle que cela produisait médiatiquement. Et franchement, les images qui étaient faites, moins chez vous que sur d'autres chaînes que je citerai pas, qui ont mis tous en boucle, c'était des images de violence. Donc 300-400 imbéciles, place de la République, Black Bloc, qui embêtaient les forces de police. Mais tout ça a duré longtemps. Alors moi, je ne suis pas stratège et chef de la police, mais je trouve que quand même passer des heures devant les caméras, alors qu'il y a une manifestation puissante... Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon a attaqué Didier Lallement, le préfet. Oui, lui, attendez, cet homme est un provocateur, par ailleurs. Nous, on le connaît parce qu'à Bordeaux, quand il était préfet, le parlementaire Loïc Prudhomme, qui est un ami, s'est fait matraquer par des forces de l'ordre, et le préfet n'a rien trouvé à redire que seulement... D'ailleurs, il n'a même pas envoyé un message à Loïc Prudhomme. Moi, je ne suis pas pour que les citoyens
citoyen se fasse matraquer et qu'un député qui décline son identité de député se fasse matraquer. La mésaventure m'est arrivée à moi aussi il y a 15 jours, place de la Bastille, à l'occasion d'une manifestation Gilets jaunes, bousculé et gazé. Bon, c'est un préfet très politique qui en plus c'est auto-caricaturé dans une vidéo qui a circulé où quand une dame l'interpellait le lendemain d'une manifestation, il lui a dit « Moi je suis pas dans le même camp que vous madame ». Un préfet, il n'a pas à choisir de camp. Un préfet, il est au service de tout le monde, de l'intérêt général. Donc il est très politique. Et de l'ordre. Vous parliez des visées politiques du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Il y a un meeting commun de la gauche le 11 décembre contre cette réforme des retraites. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas des visées politiques avec cette réforme des retraites ? Bah non, parce que ce que vous évoquez politiquement à l'heure actuelle n'a pas de traduction vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas. C'est pas le retour de l'union de la gauche ? Non, mais tout ça, c'est des phrases. Ce qu'on disait tout à l'heure, le monde de 2019 n'est plus celui de l'époque que vous évoquez. Par contre, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la France insoumise, les socialistes, les Verts manifester ensemble. En tout cas, de tenir meeting ensemble. Moi, je dis malheur à ceux qui entretiennent la division quand le gouvernement, aujourd'hui, porte un coup à tout le monde. Et il est bon. Hier, dans la manifestation, on était à côté du cortège des socialistes, etc. Là, il ne faut pas se diviser. Franchement, celui qui viendra chicaner et expliquer que ouais, je ne viens pas avec un tel ou une telle, parce que c'est absurde. Il faut savoir faire la distinction entre le mouvement social, un peuple qui se mobilise, toutes les organisations qui le jugent pertinent doivent tout faire pour se rassembler, faire reculer le gouvernement. Et après, d'autres échéances politiques. Il y a les municipales bientôt. Honnêtement, vous auriez envie de travailler avec les écolos ? Non, mais moi je dis les écologistes, nous sommes écologistes. Jean-Luc Mélenchon lancé un appel à Yannick Jadot. Bien sûr, voilà, il faut arrêter. Nous sommes écologistes, nous, mais on peut se retrouver. Jean-Luc Mélenchon a même lancé, pourquoi pas, une idée en direction d'Yannick Jadot, pourquoi pas demain d'une formule gouvernementale pour essayer de changer les choses. Il y a une urgence écologique, sociale, etc. Donc arrêtons les postures, c'est ce que nous disons, ce que nous avons toujours dit. Après, bon, on n'a plus le temps, mais parfois nos amis écologistes dans certains endroits, ils parlent d'unité, mais ils sont aussi d'une posture hégémonique qui est dommage. Donc, mais nous... Parce qu'ils sont forts en ce moment. Le pense-t-il ? On verra. Vous savez, non mais je veux dire, il y a un moment où les gens ils veulent que ça change vraiment. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la la réforme des retraites, c'est pareil sur d'autres sujets. Malheur à ceux qui apparaîtront comme des gens inutiles, boutiquiers dans ce moment-là. Voilà. Nous, le mouvement France Insoumise, il est au service de ce grand mouvement, de cette grande aspiration au changement, plus de démocratie, changer les institutions. On le voit bien, on a un problème démocratique, plus de social, on vient d'en parler, plus d'écologie. Voilà. On verra. Après, les élections municipales sont des élections très particulières qui parfois c'est difficile d'en tirer des grandes conclusions parce qu'il y a localement des choses et des équations locales qui surplombent beaucoup de résultats. Allez, un mot sur le délibéré du procès de la France Insoumise lundi. Lundi, vous avez un rendez-vous judiciaire dans le cadre de la perquisition au siège de votre mouvement. 3 mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon, 8 000 € d'amende contre vous. Aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous êtes inquiet ? Et puis, est-ce que vous regrettez certaines séquences de cette interpellation ? Oui, vous êtes inquiet ? Il faut toujours l'être, c'est pas amusant. Je veux dire, ce qui nous est arrivé, nous on est des honnêtes gens, être traduits devant les tribunaux alors que nous avons protesté contre une perquisition qui nous semblait injuste. C'est tout ça que je regrette. Que les choses soient claires, quel que soit ce que vous avez pensé, des images de Jean-Luc Mélenchon ou de moi-même, là je m'adresse aux téléspectateurs, franchement, il n'est pas normal qu'un parti comme nous, un des principaux partis d'opposition, se fasse perquisitionner 15 personnes, que nos fichiers aient été pris, nos fichiers d'adhérents, nous ne savons toujours pas ce qui va être advenu, que le domicile personnel de Jean-Luc Mélenchon, comme ça, tel un délinquant, soit perquisitionné. Sur la base de quoi ? Et c'est une différence fondamentale avec ce qui arrive à Mme Le Pen et M. Bayrou, où c'est le Parlement européen, dans leur cas, qui avait interpellé la justice. Nous, c'était uniquement sur dénonciation d'une députée européenne, ex du Front National, et qui avait fait par une liste de 17 parlementaires européens, et les 17 n'ont pas été perquisitionnés. Donc il y a quelque chose de ciblé contre nous. Ça nous a mis fort en colère. Et de la même façon que nous n'acceptons pas que dans des locaux d'opposition, la police rentre sur ordre de qui ou qui donne la consigne pour prendre des fichiers politiques. Ça nous a amené de fort mauvaise humeur. De la même façon que moi, on m'a vu interpeller et empêcher un policier qui faisait tomber quelqu'un de manière violente, et je l'avais vu en faire une clé de bras, etc. Donc, moi, au bout d'un moment, je peux... Pas de regret. Après, moi, je regrette toutes ces images, je regrette les conséquences que ça a eues, et j'aurais préféré que tout ça n'ait pas lieu. Mais n'oublions pas, d'abord, quel est l'élément déclencheur. Alors, on va voir comment la justice, 3 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende pour Jean-Luc Mélenchon, ça fait cher les décibels, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Luc Mélenchon, si ce n'est élever la voix. Mais on voit bien que derrière ça, tout ça est très politique. Moi, je suis inquiet de voir comment, même dans le dossier Bayrou, même dans le dossier Mme Le Pen, il y a une volonté d'utilisation de la justice pour frapper ou faire taire les opposants. Un mot très rapidement, malheureusement, il nous reste peu de temps. Vous publiez ce livre, Jacobin, Les inventeurs de la République. C'est aux éditions Perrin. C'est une galerie de portraits. Exactement. 9 au total, dont Danton, Saint-Just, Robespierre. Est-ce que vous convoquez l'histoire pour faire passer un message actuel sur la souveraineté du peuple ?
Toujours un peu. Hein. Franchement, l'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique d'hier. La politique d'aujourd'hui sera l'histoire de demain. Donc franchement, il y a toujours un mélange des deux. Moi, mon idée, elle est simple. Après, pour ceux qui aiment la Révolution française, il y a beaucoup d'autres choses. On ne peut pas faire aimer la République aujourd'hui si on caricature et on fait détester ceux qui en ont été les premiers inventeurs. Ce club des Jacobins, où beaucoup de gens sont affrontés, a été le foyer intellectuel de réflexion sur la Révolution française, où l'idée de la souveraineté populaire, où l'idée d'un plan de lutte contre la pauvreté, où l'idée d'une république sociale, où l'idée de l'abolition de l'esclavage a été débattue, etc. Ne les oublions pas, c'est le sens du livre. Eh bien voilà, c'est à lire. Jacobins, les inventeurs de la République, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup Fabrice. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce matin. Lundi, à votre place, ce sera Olivier Faure, le premier secrétaire du parti socialiste. Et on passe maintenant